bonjour à tous. Donc, Jean-Jacques Nilès, enseignant-chercheur en philosophie et en gestion et conseil scientifique du cabinet Socrate, qui accompagne la FNAT depuis un peu plus d'un an sur la préparation et l'amorce de cette démarche autour de l'éthique. Donc, mon propos va être plutôt méthodologique et c'est davantage une restitution de la façon dont on a travaillé que l'on porte aussi à la discussion. Je vais commencer par dire quels sont les objectifs, mais ils ont déjà été exprimés en partie par Madame David dans son propos introductif. Quels sont les objectifs que la FNAT s'est donné dans cette démarche éthique. Ensuite, sur quelle définition de l'éthique, même si ce n'est pas simple, hein, vous l'avez souligné, Monsieur Zil, sur quelle définition de l'éthique on s'est appuyé pour réaliser ce travail. Comment on a cherché à construire une première mouture d'un référentiel éthique du délégué ou du mandataire. Et puis, je vous présenterai, certains ou la plupart connaissent l'enquête pour y avoir répondu, mais au moins les conclusions principales de l'enquête qui a été menée en 2015. Et puis donc, je conclurai sur ce qui nous paraissent être les principaux acquis de cette première phase d'une démarche, puisqu'on en est à maintenant un peu plus d'un an, et qu'à partir du mois d'avril, nous allons amorcer une deuxième phase dont le président parlera en indiquant quelles sont les perspectives, les plans d'action que la FNAT envisage au terme de cette première phase. Alors, en termes d'objectifs, 4 objectifs principaux. Le premier consiste à étayer, alors ça peut paraître prétentieux, hein, en tout cas à contribuer à étayer le processus de décision dans les situations, donc là je prends la continuité du propos, même si on n'est pas du tout sur le même registre de Fabrice Gzil, à savoir, et on va le voir tout à l'heure, qu'on est également parti d'un certain nombre de situations concrètes qui posent question au plan de l'éthique et sur lesquelles on a pu vérifier qu'il y avait un besoin que les délégués ont également exprimé à travers un certain nombre de commentaires, un besoin d'avoir une méthodologie ou en tout cas quelque chose qui étaye la prise de décision dans ces situations difficiles. Ceci en vue d'améliorer la qualité du service rendu aux personnes, sachant que, alors vous avez parlé de joie, on peut parler de bien-être au travail, ça va dans le même sens, sachant probablement que le bien-être au travail ou, alors je ne sais pas si c'est la joie au sens de Spinoza qu'il faut mettre en avant, mais en tout cas être en ligne avec ces décisions ou les décisions du collectif, c'est certainement aussi mieux accompagner les personnes, parce que si on est soi-même en décalage ou en difficulté, probablement que ça a un impact sur la qualité de l'accompagnement. Deuxième objectif, travailler sur la culture professionnelle, bon, ce qui est une des missions clés de la FNAT, hein, donc on prend en compte cette dimension éthique qui est essentielle pour continuer à travailler sur la culture professionnelle commune et partagée, et chercher à harmoniser les pratiques de la profession. Alors il faut bien dire qu'on a eu pas mal de débats autour de cette notion d'harmonisation. Si vous avez lu la page d'accueil de l'enquête, on a rédigé un paragraphe assez long sur la notion d'harmonisation des pratiques pour le distinguer de l'homogénéisation des pratiques, qui n'est bien sûr pas le propos. Et donc il y a toute une question autour et qui vient aussi de notre conception de l'éthique, qui nous pose pas mal de problèmes quand on l'intègre dans un contexte professionnel, à savoir une réflexion plutôt spirituelle et plutôt individuelle. Donc cette vision de l'éthique vient télescoper une valeur ou une vertu clé, ou je ne sais pas si c'est une vertu, en tout cas une dimension clé de la qualité de l'accompagnement, qui est l'égalité de traitement ou l'équité de traitement. Là aussi, il faudrait distinguer les choses, mais c'est un des éléments qu'on a pris en compte. Un usager a droit, quel que soit le délégué auquel il a affaire, ou le service dans lequel il est pris en charge, a droit, alors sinon à exactement les mêmes décisions ou les mêmes postures, en tout cas à quelque chose qui soit cohérent. Donc voilà, on a une vraie question autour de l'éthique comme processus qui peut conduire à adopter un point de vue individuel sur la mesure, et puis l'idée que ça doit être quelque chose qui soit partagé par la profession. Donc ce qu'on a cherché à traduire par la notion d'harmonisation qui préserve des différences qui peuvent exister suivant l'organisation du service,
l'âge, la formation du délégué, tout ce qu'on voudra, toutes les variables externes, et puis la nécessité d'avoir quand même une cohérence, puisque, comme vous l'avez dit, les questions d'éthique sont probablement pas perçues de la même manière. On en verra des exemples quand on est le délégué et quand on est l'usager. On verra l'exemple à propos du téléphone sonne tout à l'heure. Certainement c'est très intéressant, vous avez évoqué beaucoup de verbatim, il serait très intéressant, avec toutes les difficultés que ça peut poser au plan technique, de recueillir aussi le verbatim des personnes accompagnées. Voilà, donc pour ce deuxième objectif, harmoniser les pratiques. Améliorer l'image du métier, qui, comme pour d'autres, a été victime des médias, qui focalisent sur des éléments partiels et particulièrement négatifs, et donc peuvent jeter un discrédit sur le métier, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'éthique elle-même, probablement des délégués, puisque c'est un élément très important, hein, l'estime de soi, l'estime professionnelle pour bien conduire ses actions, et puis donc développer la confiance à l'égard des usagers, des familles ou des autres partenaires. Et puis enfin, il y a un objectif qui n'est pas le premier, bien sûr, mais qui est important aussi pour la FNAT, qui est de promouvoir son rôle en tant que fédérateur d'éléments de professionnalisation de la fonction. Voilà donc les objectifs clés. En ce qui concerne la vision globale du processus autour de l'éthique, on s'est appuyé sur quelque chose qui est connu hein, dans le médico-social comme par ailleurs, qui est les principes d'une démarche qualité, à savoir qu'on cherche à définir un référentiel, même si là aussi le mot peut poser question en termes de réflexion éthique, un référentiel qui permette de définir des valeurs ou des vertus communes, un dispositif d'évaluation, parce qu'il nous a paru important de chercher à faire le point sur où on en est dans les pratiques de la profession sur un certain nombre de questions, d'un point de vue très concret, et puis un plan de progrès, en tout cas des actions à mettre en place pour chercher à améliorer les aspects qui nous paraîtraient pas tout à fait au niveau de ce que l'on peut souhaiter pour l'exercice des mandats. Deuxième point concernant la méthodologie, dernier point, alors très résumé, on a essayé de travailler de façon à la fois déductive et inductive. Par déductif, on veut dire partir des idées, des valeurs, des vertus, et puis les décliner pour se rapprocher de la pratique du métier. Et par inductif, partir du vécu des délégués, des questions d'éthique qu'ils rencontrent, de la façon dont ils les formulent. Et on a fait se rejoindre ces deux démarches qui correspondent d'ailleurs à deux instances dont la composition est mentionnée dans le dossier qui vous a été remis. Une instance qui est le COPIL qui a plutôt travaillé sur le référentiel et puis un groupe de travail qui a cherché à faire un inventaire. Alors évidemment, il est infini, hein, mais un premier inventaire, on a travaillé sur 23 situations clés, un inventaire des situations emblématiques des questions d'éthique qui se posent aux délégués en regard d'un certain nombre de critères, dont la représentativité par rapport aux activités du métier, la représentativité par rapport aux parties prenantes qui sont impliquées dans la décision, et puis aussi par rapport à la fréquence et à l'importance des situations. Donc on a essayé de construire une banque de cas que vous connaissez en partie, hein, puisque la moitié à peu près de ces situations ont fait l'objet de l'enquête. Et on a donc, à travers notamment des séminaires croisés, où les deux groupes se sont rejoints, associés, vous allez le voir tout à l'heure, les situations à des éléments du référentiel pour avoir alors des éléments illustratifs, là aussi le terme pourrait être discuté, en tout cas des situations concrètes qui montrent comment telle ou telle ligne de conduite est mise sous tension ou doit être déclinée dans la pratique, doit être adaptée à une pratique pour pouvoir être vivante. Voilà les éléments essentiels concernant la démarche. Alors, la définition de l'éthique. On a réfléchi à deux volets de l'éthique. Un premier volet qu'on a qualifié d'éthique normative et qui renvoie à des situations dans lesquelles on arrive à identifier de façon pas trop compliquée ce qu'il faudrait faire.
ou en tout cas dans les référentiels normatifs qui existent, quels sont les éléments qui peuvent nous conduire à prendre telle ou telle décision. Alors ces éléments, ces domaines du normatif sont la morale, qui renvoie donc essentiellement à une définition du bien et du mal, et à un certain nombre de prescriptions ou de proscriptions, ce qu'il convient de faire ou ce qu'on n'a pas le droit de faire, par exemple autour du mensonge, qui a été évoqué aussi tout à l'heure et dont on reparlera, ou autour de la propriété. Donc la morale nous donne un certain nombre d'impératifs et définit dans une société donnée des comportements jugés légitimes ou non, de façon impérative et assez binaire, et assez générale aussi. Le droit transcrit d'une certaine manière, alors dans quel sens va la transcription, ça pourrait aussi être longuement discuté, mais en tout cas, le droit formalise et opérationnalise ces grands principes ou ces valeurs fondamentales d'une société dans des systèmes d'action commerciaux, civils, etc., le droit de la santé. Donc on va avoir une déclinaison de ces principes très très précise, la plus précise possible, pour permettre de mettre en œuvre ce qu'on va qualifier de morale sociale. Et puis on a un troisième niveau, mais qu'on aurait pu rattacher au droit, puisque c'est, en tout cas au sens strict, une dimension du droit, la déontologie, qui est la morale professionnelle, un code qui là aussi définit des comportements légitimes ou non dans une profession. Ce code pouvant être formalisé, quand la profession est représentée par un ordre, à ce moment-là il a une véritable valeur juridique et il est codifié, ou être de l'ordre de la culture quand il n'y a pas d'ordre professionnel, il n'y a pas réellement de code, mais il y a des normes implicites dans une profession qui permettent de sentir ce qui est juste ou pas pour cette profession. Et on est plus proche, effectivement, de la culture. Voilà, donc on a un référentiel que l'éthique, a priori, dont elle ne peut pas s'absoudre. Là on heurte certaines conceptions, d'ailleurs, de l'éthique quand on dit ça, certainement. Et donc, il y a une dimension de l'éthique qui est la dimension normative, qui consiste, comme vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, pas forcément à rencontrer des dilemmes, mais à regarder comment on peut appliquer des principes ou des règles qui sont légitimes à une situation donnée. Et ça requiert des qualités qui sont l'intelligence de situation et le discernement qui nous permet de ne pas appliquer de façon brutale, ou on évoquait avec Adil ce matin la discipline. L'éthique n'est pas la discipline, mais dans notre culture, on a tendance à dévaloriser cette éthique normative, en considérant que l'éthique, c'est forcément quelque chose de très créatif, forcément quelque chose qui heurte des problèmes, qu'on est dans le dilemme, etc. Il y a aussi une éthique, elle n'est pas simple, elle n'est pas forcément simple. Le discernement et l'intelligence de situation sont des véritables qualités. Donc il ne faut pas dévaloriser l'éthique qui consiste à faire ce qui est juste et ce qu'on connaît comme étant normal et juste. Et on verra qu'il y a au moins une situation où la question se pose pour la profession. Et puis il y a un deuxième type de situation où là, par contre, on est alors soit dans ce qu'on appelle l'anomie, c'est-à-dire je ne vois pas du tout quelle règle peut s'appliquer, j'ai une situation totalement inouïe, alors ce qui est quand même rare compte tenu de l'évolution du droit et de la quantité de prescriptions que l'on connaît, mais il peut y avoir des situations qui ont effectivement un caractère tout à fait inouï, et on est dans ce que les sociologues appellent l'anomie, c'est-à-dire je ne vois pas quelles règles pourraient s'appliquer. Ou des situations plus classiquement où des règles se télescopent, alors soit entre elles, vous avez évoqué, en disant que c'était peut-être pas l'essentiel, mais ça existe, le dilemme entre liberté et sécurité, ou tout simplement des télescopages entre une règle, des contraintes de situation, des points de vue de différents acteurs, et ainsi de suite. Et là, on est confronté, non pas à un processus d'application et de mise en lien avec le réel, mais plutôt à qu'est-ce que je dois tirer comme attitude ou ligne de conduite de cette complexité et puis de ces tensions. Voilà donc pour les définitions dont nous sommes partis et les caractéristiques que nous avons retenues pour qualifier l'éthique. C'est donc essentiellement le respect de la volonté de la personne protégée et le cadre du mandat, la notion de vision large opposée à un point de vue opportuniste qui a une vision étroite et courte. Un point de vue large, ça veut dire prendre en compte les parties prenantes
de la situation ou de l'exercice du mandat, hein, les personnes qui sont dans la filière, le juge, la famille, etc., hein, donc les différentes parties prenantes. Avoir une vision long terme, je décide aujourd'hui, mais quelles seront les conséquences de mes décisions dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, pour la personne protégée, pour sa famille. Et puis l'idée de communication authentique, même si on ne l'a pas utilisé comme tel, hein, je l'ai résumé sous ce terme, il y avait pas mal de choses, mais l'idée qu'on doit être capable de donner du sens aux décisions ou aux postures que l'on adopte, je ne sais pas si là aussi le terme est le bon, mais en tout cas être capable de justifier, d'argumenter, de communiquer ouvertement sur le pourquoi de ce que l'on fait, et donc se sentir en phase, alors tout en assumant hein, des erreurs possibles de raisonnement, bien sûr, personne n'est à l'abri, mais en tout cas être dans l'ouverture à la discussion sur la base d'une décision, les anglo-saxons diraient consistante, hein, sur laquelle on a de l'épaisseur et on a des choses à dire. Et l'éthique, je crois que c'est ça aussi, hein, c'est la capacité à argumenter et donc soumettre à la discussion, parce que quand une décision est arbitraire, on ne peut pas la soumettre à la discussion. Il n'y a pas de contre-argumentation possible. Les bénéfices que nous avons associés a priori à ce processus éthique, hein, j'aurais peut-être dû noter plutôt processus éthique que décision éthique ici, c'est, on l'a déjà évoqué, l'amélioration du service rendu, renforcer le collectif, là aussi on essaiera d'y revenir, mais on est bien dans l'éthique comme compétence professionnelle et comme compétence au sein d'un collectif professionnel. Donc je ne suis pas dans, comme on a longtemps pensé les choses, hein, dans une espèce de confrontation entre ma conscience individuelle et une situation ou une autre personne. Je suis dans un collectif de travail et je mets en œuvre une compétence professionnelle, pas des croyances personnelles. L'éthique contribue à accroître nos compétences. Alors, il y aurait beaucoup à dire hein, pour justifier cette idée. Peut-être qu'on pourra y revenir dans les discussions. Ça me paraît être un des points clés. Il ne faut pas séparer l'éthique du professionnalisme, ni d'ailleurs de la qualité de l'organisation. Alors, on y reviendra à travers les cas, hein, puisqu'on parlera aussi de l'institution. Mais il y a un lien très fort entre l'éthique, la compétence professionnelle et la qualité de l'organisation. Si on sépare ces choses-là, ça ne peut pas fonctionner. Donc à la fois, il faut des compétences professionnelles pour pouvoir mettre en œuvre un processus éthique, et puis le fait de le mettre en œuvre va nous conduire à accroître nos compétences professionnelles, parce qu'on va se confronter à des difficultés. Eric Weil, un philosophe Eric Weil, disait « Le premier devoir éthique, c'est d'être compétent, c'est de se cultiver, c'est de chercher à progresser, c'est de se former. » Et puis, dernier point, je l'ai évoqué, donc je passe plus rapidement, à donner du sens aux décisions. Alors je sais que c'est une expression un peu galvaudée, hein, tout le monde dit ça maintenant, il faut donner du sens. En même temps, je ne vois pas bien comment l'éviter, c'est-à-dire l'associer à des finalités et puis à des principes qui la font. Alors, le référentiel éthique. On a travaillé sur 3 niveaux. Un niveau qui concerne alors, les valeurs-vertus. Il peut y avoir une question autour de ces mots. On a plutôt travaillé sur ce qu'on qualifierait de vertus, c'est-à-dire des principes d'action, plus que des valeurs, même si les choses ne sont pas étanches. Donc je vais les présenter de façon synthétique. On a cherché à les décliner en lignes de conduite pour construire ce référentiel. Donc il y a 12 lignes de conduite du délégué mandataire, et puis les bonnes pratiques qui rentrent dans le concret des situations. Alors, en ce qui concerne le premier niveau, donc quels sont les principes majeurs ou les vertus, on en a identifié 3. Alors, on en a identifié bien plus, on en a sélectionné 3, et on verra, c'est un petit peu le même raisonnement sur les activités du métier, en se disant qu'on ne pouvait pas tout travailler, qu'il fallait se concentrer sur ce qui constitue l'essentiel hein, des principes du métier ou des activités du métier. Donc c'est un choix, hein, mais on est parti de l'idée qu'il fallait, pour pouvoir les décliner, avoir quelque chose de restreint. Donc premier principe, le respect de la personne, qui consiste à chercher à la comprendre, à respecter son système de valeurs, à la considérer comme une personne à part entière en dépit des difficultés qu'elle rencontre ou
limitation de capacité qui l'affecte, et puis donc être bien traitant. Deuxième principe, le respect du droit, qui consiste à le connaître, à mettre en œuvre bien sûr la mesure, et puis à se l'approprier dans les pratiques. Alors, un mot rapide pour dire simplement qu'autour de cette notion du respect du droit, en général, on a une vision passive du respect du droit. Respecter le droit, c'est comme respecter le code de la route, quoi. Enfin, on en sort. Le respect du droit, à notre sens, c'est pas ça ou c'est pas essentiellement ça. Le respect du droit, c'est promouvoir le droit, chercher à le développer, à l'approfondir, à le mobiliser. C'est pas simplement ne pas être hors la loi. Et là aussi, ça va à l'encontre de notre vision culturelle du droit qui est, je crois, totalement erronée, puisqu'on a dans notre culture une vision du droit comme s'opposant aux libertés. C'est ce qui limite les libertés, on voit ça partout. Ce qui, à mon sens, est une absurdité. Le droit, c'est ce qui crée les libertés. Il n'y a aucune liberté sans le droit. Donc, se dire on va respecter le droit parce que ça limite les libertés individuelles pour le truc habituel qu'on voit en philo en terminale, je crois que c'est peut-être pas complètement faux, parce qu'il y a bien sûr des règles de droit qui consistent à dire ta propriété s'arrête là parce que celle du voisin commence ici. Donc, c'est pas totalement faux. Mais le fond du droit, c'est bien la promotion des libertés. Et j'aurais peut-être dû le dire tout à l'heure, quand on a pris en compte le droit dans la réflexion éthique, c'est que l'éthique est déjà dans le droit. Et elle ne peut pas être en dehors. Et puis, troisième point, la responsabilité, qui consiste... Alors, être responsable, c'est répondre d'eux, et ça va au-delà. Hein, chercher à connaître, chercher à comprendre, chercher à anticiper les conséquences. Être responsable, c'est aussi chercher à savoir, large et loin, comme on l'a vu tout à l'heure, quels sont les tenants et les aboutissants de nos décisions. Et c'est aussi la réflexion collective, parce que répondre d'eux, c'est oui, je suis dans la discussion. Alors ça demande de la modestie et puis aussi une prise de risque, parce que dès lors qu'on discute, on peut être contesté dans ses points de vue, on peut être amené à reconnaître qu'on s'est trompé ou qu'on a mal apprécié tel ou tel élément de la situation. Deuxième niveau, on a travaillé sur une matrice. Donc, encore une fois, je suis plutôt sur la méthodologie, qui est le cœur du propos. On a travaillé sur 4 activités clés du métier de délégué. Formaliser, rendre compte, être en lien, communiquer, assister, représenter et gérer les biens et les ressources. Alors, idem, il y a, c'est évident, des activités qui ne sont pas représentées ici. La volonté était de ne pas faire une usine à gaz et essayer, en tout cas dans une première phase du projet, et c'est déjà beaucoup, puisqu'on arrive avec cette matrice à 12 lignes de conduite, essayer de se concentrer sur des lignes de conduite clés. Voilà comment on a travaillé un peu avec une règle des 20-80, si vous voulez. Quels sont les 20% des activités qui représentent 80% du métier lui-même, des enjeux du métier. Alors ça nous a conduit donc à définir 12 lignes de conduite, que je ne vais peut-être pas lire chacune en détail. Vous pouvez les voir là rapidement. J'ai essayé de mettre en gras les mots-clés ou les expressions clés. Donc en croisant la valeur de respect de la personne telle qu'on l'a définie tout à l'heure avec les 4 activités, c'est ce groupe de délégués ou de chefs de service ou de directeurs qui on a réfléchi, on a discuté, puis on a essayé de se dire, quand je croise respect avec être en lien et communiquer, qu'est-ce que ça évoque? Quel type de, on dirait en psychosociaux, quel type d'attitude qui va me prédisposer à agir d'une certaine manière. Ce n'est pas encore un comportement, c'est une attitude, quoi. Et on a, j'en montre qu'un exemple, vous allez le revoir tout à l'heure, mais on a ensuite associé chacune de ces lignes de conduite. Alors parfois ça a un petit peu marché dans l'autre sens, comme je vous le disais, les 2 groupes déductifs et inductifs se sont retrouvés pour travailler ensemble. Parfois, ça a un peu marché dans le sens. C'est une réflexion sur une situation qui nous a fait revenir sur mais quelle est la ligne de conduite sous-jacente. Alors, sachant là aussi que pour les besoins de la méthodo, dès lors qu'on travaille sur une matrice, on fait des cases. Et des cases, c'est un petit peu réducteur. Il n'y a pas de raison. Cette situation peut renvoyer à plusieurs lignes de conduite. Donc, il faut réfléchir en termes d'exemplarité où on a parlé de situation emblématique. Quelle est la situation ou une des situations qui illustre le mieux ou qui met en tension cette ligne de conduite? Et là, c'est celle qu'on a intitulée 8 degrés à l'ombre, qui est une situation dans laquelle les vitres sont cassées dans un logement,
l'usager ou le majeur protégé, hein, excusez-moi si je n'utilise pas les termes qui sont tout à fait les vôtres, refuse de faire réparer, dit que c'est comme ça qu'il veut vivre, et puis il fait 8 degrés dans le logement. Et qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à cette situation-là? Est-ce qu'il faut intervenir, faire intervenir, demander au juge ne rien faire, et ainsi de suite. Voilà, donc on a à chaque fois, donc, ici, pour le respect du droit, 4 lignes de conduite pour ces 4 activités, et à chaque fois, autre exemple, une situation. Donc il y en a plus que 12, puisqu'on en a 2 par ligne de conduite, mais on a au moins une situation emblématique de la ligne de conduite. Là, en l'occurrence, il y a une enquête, la police vous pose des questions sur la personne dont vous assurez l'exercice du mandat, et ces questions peuvent être intrusives à l'égard d'éléments de sa vie privée. Faut-il répondre ou pas, sachant que pour les besoins de l'enquête, la police a effectivement voit une utilité à avoir ces éléments d'information. Et puis, troisième dimension, donc la responsabilité, avec là aussi 4 lignes de conduite et un exemple de situation différent dont on va reparler tout à l'heure. Le téléphone sonne, qui est quelque chose de... voilà, qui paraît important aussi. L'éthique ne renvoie pas toujours à des gros enjeux ou à des choses qu'on pourrait mettre dans le journal. Hein. C'est les choses petites de la vie de tous les jours. Comme un philosophe le disait des dieux, hein, ils sont dans les petits détails de la vie quotidienne. L'éthique aussi peut être dans les toutes petites choses, une carafe d'eau, une vitre, un téléphone qui sonne dans le vide, et qui, bien sûr, là, n'est pas du tout perçu de la même manière par ceux qui sont dans les bureaux et qui reçoivent X appels, et par celui qui appelle et qui... Alors peut-être que c'est la 10e fois qu'il appelle pour poser la même question à la même personne, mais pour lui, c'est essentiel d'avoir un interlocuteur, parce que le fait de ne pas en avoir peut provoquer beaucoup de sentiments difficiles ou de ressentis difficiles. Voilà la matrice, le référentiel à son 2e niveau. Alors, je ne vais pas du tout la rentrer, mais les membres du groupe de travail ont souhaité quand même qu'on montre le travail qui a été réalisé, simplement pour vous dire, et puis vous pourrez en avoir des éléments, hein, bien sûr, pour vous dire qu'il y a eu un travail à la fois sur ces cas emblématiques, au moins 2 par ligne de conduite, sur les repères juridiques pour chacun des cas, et sur les repères éthiques. Et d'ailleurs, on verra, il y a encore beaucoup d'autres choses qui ont été faites sur chacun de ces cas, sur la base d'un certain nombre de questions et d'une sorte de kit méthodologique sur, quand j'aborde une situation d'éthique, quelles sont les questions à me poser, dans quel ordre, pour essayer de trouver un consensus collectif sur ce qu'il convient de faire ou pas, parce que il faut bien dire aussi que l'éthique, c'est pas seulement la réflexion, c'est aussi la prise de décision, et que dans un certain nombre de cas, il faut répondre. Alors on peut ensuite dégager un espace de réflexion éthique pour reprendre les choses sur une durée plus longue. Ça, c'est ce que font les comités locaux d'éthique ou les espaces de réflexion éthique, et c'est très important, et qui travaillent à froid. Mais la question d'éthique se pose, là, sur la vitre cassée, si la personne tombe malade, pendant que le comité d'éthique réfléchit, on viendra quand même demander des comptes au service ou aux délégués. Donc il faut bien aussi articuler l'éthique à... alors une décision qui est rarement très urgente, hein, on n'est pas... Moi j'ai travaillé avec l'armée de terre sur les questions d'éthique, là évidemment parfois c'est le quart de seconde, donc on est sur d'autres enjeux et une autre temporalité. Mais quand même, il y a aussi une question de positionnement qui se pose. Donc on a assumé, ce qui n'est pas toujours simple, ce qui peut être facilement contesté, on a assumé une dimension de l'éthique qui est celle des bonnes pratiques ou des recommandations ou des avis ou des orientations. Certainement, il faudrait travailler sur les nuances du lexique, là, mais qui consiste à dire, dans cette situation-là, 8 degrés à l'ombre ou le téléphone sonne, il y a des choses qui nous paraissent inacceptables. Il y a des choses qui nous paraissent acceptables, discutables en termes de décision, et puis il y a éventuellement une décision qui nous paraît souhaitable et que l'on est capable de préconiser. Voilà les trois niveaux sur lesquels nous avons travaillé. Et pour évaluer
le caractère acceptable, inacceptable ou souhaitable de ces décisions en situation, hein, puisque les délégués ont été jusqu'à identifier pour chacune des situations quelles sont les décisions possibles, vous l'avez vu dans le questionnaire. Pour les évaluer, nous avons utilisé différents outils, mais dont un filtre éthique qui consiste à passer le comportement ou la décision ou l'attitude, si vous voulez, au crible d'un certain nombre de questions. Est-ce que cette décision est légale? Est-ce qu'elle est cohérente avec le référentiel éthique? Est-ce qu'elle respecte les différentes parties prenantes? Est-ce qu'elle va dans le sens de l'intérêt général et de la mission du service? Alors, une question qui a été beaucoup discutée dans une première action de formation qui a été menée, c'est si l'usager était un proche, est-ce que j'adopterais le même comportement? Donc ça a été discuté, on pourra y revenir si vous le voulez, mais ça renvoie en morale à un principe qu'on appelle le principe de réversibilité. Alors on peut essayer de mieux le formuler, mais en tout cas c'est un principe très important. La vraie formulation, c'est si j'étais l'usager, est-ce que j'accepte? Si on inversait les rôles, hein, c'est un principe qui a été développé par John Rawls dans la théorie de la justice, qui s'appelle la permutabilité des positions, c'est-à-dire ce qu'il appelle le voile d'ignorance, c'est je dois concevoir le système ou l'exercice du mandat en ne sachant pas si je serai le délégué, la famille ou la personne accompagnée. Et le système juste, c'est le système dans lequel, en occupant n'importe laquelle des positions, je dirais on continue. Mais parfois, moi je travaille aussi dans le sanitaire, parfois on dit aux gens, si c'était votre papa ou votre maman, votre sœur qui vous voulait, votre enfant, est-ce que vous faites « Ah non, pas possible ». Donc ça, là, ça pose un problème. Voilà, c'est ça qu'on a voulu exprimer. Est-ce que je peux en être fier? Ça a été discuté aussi, la notion de fierté. Passons, en tout cas, est-ce que je suis en ligne? Est-ce que je me sens, même quand la décision est difficile, est-ce que je me sens consistant? Et ouais. Est-ce que je pourrais l'argumenter et est-ce qu'elle serait valable dans le long terme? Alors, je passe à l'enquête. On ne va pas lire, hein, c'est simplement fait un rappel pour ceux qui ont répondu à l'enquête, ils ont eu cet écran en accueil. Quels ont été les objectifs de cette enquête? Mesurer l'importance accordée à l'éthique par les délégués, avoir une vision des pratiques de la profession, comment ils perçoivent la démarche éthique de la FNAT, ce qui était important, puisque c'était une démarche nouvelle, donc il fallait savoir comment elle était accueillie par la profession, quelle est la fréquence et l'importance des situations proposées. Donc ça va permettre une cartographie qu'on va voir. Et puis, quelles sont les prises de décision et qu'est-ce que le comité de pilotage de la FNAT, au vu des résultats, peut en déduire comme piste de réflexion ou action. Alors, ce questionnaire est donc structuré conformément à ses objectifs, avec des questions générales, des questions sur la démarche et puis des mises en situation. Concernant l'importance de l'éthique et de la démarche pour la profession, alors si on le traduit dans une note qui ne veut pas dire grand-chose en soi, on est bien d'accord, hein, c'est quelque chose qui nous indique une tendance. Bon, il y a une importance très, très forte qui est accordée à l'éthique, qui se traduit par cette note sur 10, qui se traduit par un taux de retour élevé, puisqu'on a eu 300 réponses sur un questionnaire très long. Hein, c'est pas le questionnaire où on coche des cases, donc il y avait, enfin on en coche aussi d'ailleurs, mais il y avait beaucoup de choses. Un taux de remplissage qui est exceptionnel. Moi, je fais beaucoup d'enquêtes, donc là, on est sur quelque chose d'exceptionnel en termes de taux de remplissage, près de 600 commentaires, et puis 2/3 des répondants qui ont donné leur adresse mail en disant « je souhaite être informé des suites ». Et d'ailleurs, on leur a, par ce biais-là, annoncé, ce qui avait peut-être été déjà le cas, par leur direction, cette journée. Alors, les appréciations sur la démarche, très résumées, hein, puisque c'est du recodage de tous ces commentaires, sont positives, pertinentes, facteurs de progrès, questionnement indispensable, meilleur accompagnement, harmonisation des pratiques et amélioration de l'image de la profession. Donc voilà. Alors on a été content parce que les verbatims assez spontanés rejoignaient les objectifs qui étaient ceux de la démarche au départ. Concernant le questionnaire, là aussi, les commentaires sont très positifs. Il y a néanmoins un certain nombre de commentaires critiques qui sont résumés en une seule ligne ici quand je dis des améliorations possibles, mais ça ne doit pas cacher le fait qu'il y en avait quand même pas mal. Hein. Il faut préciser le contexte, est-ce qu'il est locataire, est-ce qu'il est propriétaire, et ainsi de suite. Quelle est la nature de la mesure? Parfois, on avait oublié de préciser exactement la nature de la mesure, des choses comme ça. Donc, on a été sensibilisé au fait qu'on avait encore, on était en progrès ce trimestre, mais qu'on pouvait mieux faire. Et puis des questions aussi plus de fond sur est-ce que c'est la bonne méthode, est-ce qu'on est obligé de choisir entre
3 ou 4 décisions, des fois je voudrais en faire 3, et puis c'est l'une après l'autre, et des choses comme ça qui, là aussi, nous ont interpellés sur la méthode. Alors, en termes de résultats, alors je vais pas rentrer dans le contenu des choses, plus montrer ce qu'on peut en faire dans la perspective de la suite de la démarche. Alors, ce qu'on peut en faire, c'est une cartographie des risques. Ici, vous avez la carte sur c'est fréquent, important ou pas. Donc, on obtient 4 zones, très fréquent, très important, ou pas fréquent, important, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? On peut en tirer des enseignements sur les situations jugées peu fréquentes, donc qui ne sont peut-être pas prioritaires en termes de formation ou de préconisations diverses, mais qui sont symboliques et pédagogiques parce qu'elles sont très importantes. Alors, une des situations sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, c'est celle de l'oubli d'un acte administratif par le délégué qui a une conséquence sur les finances du bénéficiaire. Comment on gère ça? Ce n'est pas une situation jugée fréquente, mais en tout cas, elle est très importante parce qu'effectivement, l'attitude du délégué va traduire quelque chose de très important sur la culture, sur le fonctionnement du service, sur la façon dont on voit son métier. Et puis des situations à la fois fréquentes et importantes. Donc si on devait travailler en termes de priorité, ça serait sur ces types de situations qui concernent le logement, la violence de l'usager, l'argent, et puis le rapport à la police, voilà, qui sont les situations les plus importantes et les plus fréquentes. Deuxième type de traitement, on a travaillé sur une typologie. Alors là aussi, on fait des cases, on fait des rubriques, on fait des catégories, on les assume, on est prêt à les discuter. En termes d'appréciation de la façon dont vous avez répondu et traité ces cas concrets, on a considéré sur la base de plusieurs critères que vous avez ici à droite, cohérence interne, cohérence externe et puis hiérarchisation des comportements. Eh bien, s'il y avait une hiérarchisation claire, une majorité qui se dégageait assez nettement pour une décision avec un écart type assez faible et que cette décision était conforme au droit et au référentiel éthique, on était dans une situation dite verte. Quand il y a des flottements, pour résumer, on est dans quelque chose qu'on va qualifier d'orange, c'est-à-dire il faut en discuter, il faut travailler dessus, mais il n'y a pas de risque majeur pour l'une ou l'autre des parties prenantes, y compris d'ailleurs le délégué lui-même. Et puis une catégorie rouge où là on considère que les réponses nous indiquent qu'il y a une problématique critique, si vous voulez, et qu'il y a une certaine urgence à aborder la question, à y réfléchir, à travailler, à approfondir. Sur les 11 situations qui ont été proposées, on a donc qualifié, vous le voyez, alors il n'y a pas de critère objectif mécanique, c'est une appréciation du groupe de travail qui peut être discutée dans les groupes en formation, on le rediscute, voilà. 5 situations vertes, 4 oranges et 2 rouges. Voilà, après, il faut l'apprécier. Alors, premier commentaire que l'on peut faire sur la base de ces résultats, c'est qu'il y a une vision assez nuancée, assez mitigée des pratiques de la profession pour les délégués, qui se traduit par le fait qu'on a un écart souvent important entre la décision jugée la meilleure par le délégué et la décision qu'il pense être la décision majoritaire dans la profession, puisque c'était une des questions. On demandait aux délégués, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous faites réparer la vitre d'office ou pas? Et puis, qu'est-ce que vous pensez que la majorité des délégués feraient? Qu'est-ce que vos confrères ou vos collègues feraient? Et il y a assez souvent un écart significatif. Ce qui veut dire que les délégués ont une vision de la profession comme ne mettant pas toujours en œuvre les bonnes pratiques. Ce qui se traduit aussi par une note d'éthique. Alors là aussi, il faut la prendre avec toutes les pincettes que vous voudrez, mais enfin, elle n'est pas de 9 ou de 9,5 sur 10. Quand on demande comment appréciez-vous l'éthique de votre profession, on est à 7,5. Bon, après, vous pouvez l'apprécier. Au minimum, on peut dire que c'est quelque chose de nuancé. Si on était à 3, on pourrait dire quelque chose de catégorique, ou à 9, on pourrait dire quelque chose de catégorique. Et sur l'appréciation, 4 situations oranges et 2 rouges, ça nous conduit à dire que on est interpellé par ceux qui ont répondu à l'enquête sur des situations qui posent problème pour eux, dont 2 sont critiques. On va revenir dessus tout à l'heure. Alors, il ne faut peut-être pas que je rentre maintenant voilà, mais on a 2 situations qui nous interpellent fortement sur les pratiques professionnelles. En conclusion,
une démarche qui est très bien accueillie, avec l'expression d'un besoin, d'un référentiel éthique partagé, une volonté de poursuivre aussi. Alors ça, c'est ressorti des commentaires, hein, nombreux qui ont été faits sur l'enquête. Qu'est-ce que ça va devenir maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire dans les services? Quand est-ce qu'on va élargir la base de cas pour continuer à faire cette photographie? Donc il faut poursuivre l'audit des pratiques, alors pas tous les 6 mois, hein, le président en reparlera, je crois, en fin de journée. Et puis il y a des attentes en termes de mise en place de plans d'action et puis d'outils pour aider individuellement ou collectivement, et plutôt collectivement, à la mise en place d'une démarche éthique, à la mise en place d'un processus éthique, à la prise en compte de toutes ces situations problématiques pour les délégués, qui ou leur font prendre des risques ou les mettent un petit peu en difficulté, mais qui sont aussi, et ça a été souligné dans les commentaires et puis dans le groupe de travail, des vraies pépites. Alors c'est difficile de dire des pépites pour des situations qui engagent des difficultés, y compris humaines, hein, mais ce sont des pépites au sens de la démarche d'amélioration et d'approfondissement de la culture professionnelle, puisque ces situations ont une richesse, même quand elles sont toutes simples. Le téléphone sonne, ben on l'a travaillé, on en a discuté 1 heure, 2 heures, et on voit qu'on a encore plein de choses à comprendre et à interpréter dans cette petite chose. Le téléphone sonne, la personne me redemande tout le temps la même chose et je ne peux plus répondre. Donc ce sont des mines d'enseignement, des mines d'échange, des mines d'enrichissement personnel et collectif pour chercher à approfondir ce qui nous motive, ce qui peut accroître notre bien-être et celui des usagers dans la prise de décision collective. Merci.